J'étais parti de Montréal tôt, avec l'objectif d'aboutir en Gaspésie par la 132, à mon rythme, conscient des nombreuses escales que j'avais prévues. Fort de ma bourse, j'allais chercher l'inspiration dans les grands espaces avant de me lancer corps et âme dans un projet qui me tenait à cœur depuis longtemps. Je voulais raconter la ville et ses fantômes, ses esprits errants, ses créatures de l'ombre. J'avais envie de faire le plein de lumière et de grand air avant de plonger dans la noirceur des ruelles et de rencontrer ce qui s'y cache. J'avais opté pour une pause dans les environs de Nicolette, après 1 heure et demie de route de Montréal, parce que je conduisais vraiment rarement et une telle distance c'était approprié pour me dégourdir les jambes. Comme je conduisais rarement, je savais pas qu'une virée vers la Gaspésie, ça allait me demander autant physiquement. J'espérais qu'un nom de restaurant m'inspirerait une halte. Pas question de m'étouffer dans un bistrot d'une chaîne trop répandue, puis de manger la même chose qu'à 2 pas de mon appartement du centre-ville. Je souhaitais vivre l'expérience, la vraie, celle de l'habitant rural qui déteste le béton et les complets cravates. Il y avait des oies dans le ciel à profusion quand j'ai aperçu le panneau sur le bout d'un terrain en bordure de la route à Baie-du-Fèvre. C'était tout près du lac Saint-Pierre, comme s'il y avait une petite mer en plein cœur du fleuve Saint-Laurent. Je me rendais à la vraie mer, au bout de la Gaspésie, avec une escale près de la petite sœur de cette mer-là. C'était un peu romantique. Le vieil hôtel, que ça s'appelait. C'était l'endroit parfait pour moi. Le nom évoquait une ambiance un peu décalée, des odeurs d'alcool, de bagarre, de sueur. Un jukebox avec de la musique country un peu western. Qu'un endroit s'appelle le vieux quelque chose, comme ici le vieil hôtel, qu'on se réclame de l'ancienneté d'une façon si nette, ça pouvait juste attirer l'artiste que j'étais. Je suis arrivé par la bucolique terrasse. Bucolique façon de parler. Mais je suis entré à l'intérieur du restaurant. Les gens intéressants se tiennent pas au soleil, mais dans la pénombre, là où leurs confidences n'hésitent pas à se répandre à mesure que leur soif s'épanche. En plus, c'était à la mi-mai et on se les gelait un peu dehors, alors raison de plus pour m'approcher de la populace locale. 2 choix s'offraient à moi. M'asseoir à une table et espérer entendre quelque histoire inspirante, ou m'accouder au bar et engager la conversation avec la faune locale. 2e option. Il y avait 3 hommes au bar, 2 dans la trentaine, du genre à parler, mais pas de ce que j'avais envie de savoir. Je me fous du hockey, des potins ou du dernier tracteur de ferme à la mode. Je cherche l'humain, l'histoire, les légendes. L'autre homme, je devrais dire une épave. Il semblait échoué, accoudé au comptoir depuis si longtemps que le bois verni devait avoir adopté la forme de ses bras, coudes, en bonus. Il sirotait un liquide ambré, scotch ou bourbon, difficile de le dire sans goûter, mais c'était cliché à souhait dans un contexte comme celui-là, puis il fixait le vide. Il devait avoir 80 ans, il avait des longs cheveux blancs à la propreté douteuse, une barbe hirsute, des yeux gris embrumés par des cataractes, une tuque de laine, une salopette bleue délavée, puis recouverte de taches d'huile. C'était comme le grand Antonio, version fermière, à l'aube de son infarctus fatal. Local. Parfait pour ma petite étude anthropologique. Je pouvais pas voir s'il possédait des dents ou un dentier, mais je supposais que sa dentition, tant sur le nombre de dents que sur la propreté, était égale à son look en général. Je me suis assis sur le banc libre à ses côtés. Il a pas bougé, comme si ça ne percevait pas de ma présence. J'y ai dit « Vous avez l'air mort de soif, je vous paye un verre. » J'ai brisé le silence. J'ai eu l'impression de voir mes paroles se frayer un chemin dans l'air épais du vieil hôtel pour vaincre la jungle de cheveux, un peu sales, de mon interlocuteur. Il a tourné la tête vers moi. Il m'a regardé avec du dégoût. C'était lui le dégueulasse, mais c'était moi qui étais jugé. J'adorais cette idée-là. « J'accepte le verre », c'est ça qu'il m'a dit. Cassé comme une fenêtre éclatée, sa voix l'a fait tousser un peu. Il s'est raclé la gorge, puis il a craché par terre. « Si tu comprends que je suis pas facile,
Les gars des villes comme toi, j'en connais plein. Tu penses qu'un verre, puis hop, le vieux va te parler sans arrêt pendant des heures. Ben, tu te trompes. C'est pas comme ça que ça marche. Avec moi. Puis pourquoi un jeune comme toi voudrait payer un verre à un vieux débris comme moi? Qu'est-ce que tu cherches? Sa réplique m'a déstabilisé. C'était déjà un moulin à parole sans que je lui paye un verre, sans que j'aie besoin d'entreprendre la conversation. Qu'est-ce que tu cherches? Il m'a reposé sa question. Une lueur dans son œil m'a confirmé qu'il attendait une réponse, puis que c'était mieux d'être la bonne réponse parce que sinon, j'allais goûter. Je me suis présenté, puis j'ai expliqué que je voulais jaser avec quelqu'un du coin. Pourquoi moi? Qu'est-ce qui t'a fait croire que je suis quelqu'un du coin? Tu cherches un gars ordinaire, un gars comme moi, un gars qui s'en fout des normes sociales, un gars qui diffère des vieux que tu croises dans ta grande ville. Ouais, je vois bien que c'est Montréal qui t'amène, que c'est la ville pis ses gratte-ciels que tu veux fuir. Tu te l'avoueras pas, mais c'est pas la bonne raison qui t'a amené ici. T'es pas à recherche de quelque chose, tu fuis. Tu veux partir, quitter la froideur de la ville. Tu penses que tu vas te ressourcer, mais tu te trompes. J'ai voulu protester. J'ai souhaité tout déballer de mon projet puis de mon objectif gaspésien en espérant qu'il m'écouterait. Mais il m'a pas laissé le temps. Je suis le gars qu'il te faut. Les histoires du coin, je les connais toutes. Je vais commencer par t'en raconter une de même gratis. Avant même que tu me payes un verre. Je vais t'expliquer la vie d'ici. Je vais t'en donner pour ton argent, comme si tu m'avais posé une question, puis que je te répondais. J'étais pas certain de savoir où il voulait en venir là. Je le trouvais bizarrement décalé. J'avais l'impression d'avoir frappé le gros lot, tu sais. J'avais trouvé le local, l'étrange étranger. Fait que tu m'as dit que j'avais l'air. J'ai répondu, ben vous avez l'air mort de soif. Puis là il m'a regardé, puis il a dit, c'est ça. Tu commences à comprendre. Avec cette phrase-là, tu m'as ouvert une porte, une grande bay window que tu seras pas capable de refermer. Puis je vais te rétorquer à ton approche pas trop subtile en te disant que je peux pas être mort de soif. J'étais pas sûr de comprendre. Je naviguais entre le doute puis la jubilation face à son attitude. Devant son silence, j'ai posé la question qui me venait à l'esprit. Pourquoi ne pourriez-vous pas être mort de soif alors qu'il faut presque couper l'air au couteau pour bouger ici? Il a souri, l'air amusé. Parce que je suis déjà mort. C'est ça qu'il a répondu. Puis là, j'ai vu qu'il avait pas toutes ses dents, puis que celle qui restait était assez pourrie. Je l'ai regardé sans rire. Le vieux voulait me la jouer. Je suis un fantôme. Pas question que je me fasse prendre à ce jeu-là, puis que j'embarque dans son délire. Ha! Elle est bien bonne, mais je suis pas ici pour me faire niaiser. Pogne pas un air, petit gars. Je te dis que je suis mort, puis je peux te le prouver. Un vieux qui délire, mon choix s'était avéré excellent, tout compte fait. Il a mis la main à l'intérieur de sa veste, puis il a sorti un vieux papier, tout froissé. J'ai toujours ça sur moi. C'est mon document le plus précieux. C'est ça qu'il m'a dit. Précieux, mais pas au point de le protéger. Le document, jauni, tout plié, était sur le bord de se déchirer, puis il tenait le coup on sait pas trop par quel miracle. Je l'ai pris. C'était un certificat de décès. C'était marqué Aimable Jutras, né le 15 mai 1918, mort le 21 novembre 1918. C'est vous ça, Aimable Jutras? Que j'ai demandé. Puis il m'a répondu, vrai comme je suis là, petit gars. Je vais te montrer mon permis de conduire juste pour te le prouver. Il m'a tendu une carte de plastique. Aimable Jutras, date de naissance 1918 05 15. Il avait raison. Mais le permis est expiré depuis plus que 10 ans. C'était intriguant, pis ça avait l'air de quand même d'un délire de vieux débris, là. Vous avez presque 100 ans, que j'ai demandé. Tu sais compter? C'est rare ça chez les jeunes. J'ai presque 100 ans, mais tu vois, je suis mort. Tu veux que je t'explique ça? Il manquait pas de caractère, mon nouvel ami. Je comprenais pas comment il pouvait être mort. Je le voyais, il était bien vivant devant moi, mais je sentais que j'avais trouvé une première histoire à noter dans mes carnets. Je me suis commandé une bière, j'y ai commandé un verre de ce qu'il buvait, je me suis installé pour l'écouter. C'était en 1918. Mais tu t'en doutes sûrement. La grippe était mauvaise cette année-là, très mauvaise. Tellement en fait que les gens y mouraient. Il y avait la guerre aussi.
La maudite guerre contre les Allemands, puis les villages étaient vides. Enfin, ici, c'était le cas. Pour éviter d'aller à la guerre, les jeunes se mariaient en catastrophe, puis ils faisaient des enfants. C'est comme ça que je suis né, moi. Mon père et ma mère se connaissaient pas vraiment, mais ils ont accepté de se marier sur la demande de leurs grands-parents, qui désiraient pas qu'un autre de leur famille disparaisse à la guerre. Ma mère, Marie-Ange, elle a épousé mon père sans savoir si un jour elle pourrait l'aimer. Mais 9 mois plus tard, j'étais là. Mes parents avaient fait leur devoir conjugal, puis j'étais né. La grippe, c'est arrivé comme presque en même temps. Ça venait des Espagnols, ça a l'air. Ça plongeait les victimes dans un drôle d'état. Les gens y mouraient rapidement, puis on raconte que la maladie était très contagieuse. Genre que les médecins et les infirmières y mouraient aussi. Imagine les croque-morts qui ramassaient des cadavres. En tout cas, quand les gens avaient l'air morts, on les enterrait dans des fosses communes. La plupart du temps, sans réellement vérifier qui était mort et qui ne l'était pas vraiment. Ici, on a été plus humain. On utilisait une grange où on plaçait les corps. Moi, j'étais un poupon, un mini-bébé, fragile comme les vieux et les malades. Un matin, j'ai eu de la fièvre. Mes parents étaient dévastés. Ma mère, elle a essayé de me sauver. Elle n'a pas pu rien faire. Puis je suis mort. On se revoit bientôt pour la suite de l'histoire d'Aimable Jutra dans une autre vidéo.